Rabelais d'avril. On est le 7. On va en faire 30. Alors hier, ça a été du hardos. On était dans Bascule une veine. Ça, j'en ai enregistré, ça a fallu presque la demi-heure. Là, on va revenir à des zones qui sont plus calmes, qui sont pas forcément le Rabelais que je préfère. C'est-à-dire, on va revenir à Panurge, aux farces de Panurge. Donc on est après Bascule une veine, 2 chapitres 9 avec cette bizarrerie qui est complètement aujourd'hui une énigme pour nous, mais qui permet à Rabelais de rejoindre le non-sens, le politique, le jeu de la langue, d'accéder à lui-même, et puis on revient, donc c'est 10, 11, sur Panurge, comme c'était prévu de raconter. J'ai mis mon casque un peu dans, ça me porte bonheur, enfin je suis obligé de l'avoir parce que les premières séries, j'avais enregistré trop près du micro et ça fait des trucs, il faut que j'ai un petit contrôle. Et c'est Charlie Watts des Rolling Stones, à chaque fois qu'il enregistre, il met toujours son truc un peu en avant sur le front. Et là, moi j'ai besoin de porte-bonheur parce que c'est complètement funambule. Alors quand je disais que c'est le Rabelais que j'aime pas tellement, c'est que précisément c'était ça le but du livre au départ, avant que le livre lui-même balance Rabelais sur les bords et s'impose. Donc c'est les farces d'étudiants, c'est toutes les vannes classiques, prendre des pots de chambre et les vider sur les sergents du guet qui passent dans la rue. C'est pas Rabelais qu'invente, il reprend toutes ces traditions orales. Bah oui, mais du coup, c'est devenu un petit peu, vous savez, quand Ronsard dit ouais, Rabelais avec du gras dans la moustache, gras dans la barbe. Ben non, Rabelais c'est le contraire, c'est l'élégance. Mais là, quand on revient aux mœurs et conditions de Panurge, il n'y a pas plus, j'allais dire, classique à la limite et c'est ce qu'on va voir maintenant assez souvent dans Rabelais, c'est-à-dire par exemple prochaine fois, dès demain, on va descendre, on va entrer dans la bouche du géant, mais ce sera pas Panurge qui va entrer, ce sera le narrateur et vous allez voir comment c'est formidable. Mais avant, Rabelais refait un chapitre qu'il prend à Merlin Cocaille, l'italien, et il le recopie directement. La notion d'auteur, la question de copyright, tout ça, ça n'existe pas. Donc Pantagruel qui souffre de l'estomac, va avaler des petites sphères de cuivre lestées de travailleurs avec des pelles et des pioches qui, une fois dans l'estomac, vont ouvrir les sphères, descendre, faire tout leur travail avec pelles et pioches, remonter dans la sphère et on éjecte et puis tout ça. Et donc, ça donne rien, c'est joli, mais bon, c'est Merlin Cocaille transporté. Par contre, juste après, ce que va faire Rabelais, c'est entrer dans la bouche du géant. Bon, j'anticipe, je suis demain. Mais là, on est un peu dans le même truc, c'est-à-dire qu'on a inventé Panurge, et puis il y a eu Bascule une veine, et puis juste avant, on a rajouté les langues de Panurge, cette folie de l'illisible. Puis maintenant, on retombe sur ce truc-là, justement, qui a assigné à Rabelais l'obscénité et tout ça, alors que non, nous, c'est comment le livre passe à travers lui, et ces figures-là qui comptent et qui est important. Tout d'un coup, Panurge se trouve face à qui ? Au narrateur, à Alcofribas. Et vous savez quoi ? À un moment donné, Panurge va apostropher le narrateur, se moquer de lui, parce que le narrateur, il n'aime pas on n'a pas d'argent, donc Panurge, on va aller piquer de l'argent dans les troncs des églises. Il lui emprunte une pièce de monnaie, et puis un gros truc, un gros machin, bien qui sonne clair, et donc lui, en mettant son blanc, sa grosse pièce, son blanc, dans le tronc, il la dépose ostensiblement, et puis, prestidigitation, hop, la main retire, c'est que le met dans ses poches, en laissant la première pièce initiale. Et le narrateur, ça lui plaît pas du tout qu'on fasse ça. Alors, Panurge se moque de lui. Et vous savez quoi ? Il l'apostrophe au féminin. « Eh, grosse pécore !» Alors, ce féminin appliqué au narrateur du livre par le personnage inventé par l'auteur du livre, surtout parce que Alcofribas Nazier, anagramme de Rabelais, c'est aussi le nom précisément du narrateur. Voilà, c'est des petites choses. Allez, on fait un petit relâche après la performance de Bascule une veine des mœurs et conditions de Panurge. Panurge était de stature moyenne, ni trop grand, ni trop petit, et avait le nez un peu aquilin, fait à manche de rasoir.
et pour lors était de l'âge de 35 ans ou environ, fin à dorer, comme une dague de plomb, bien galant, homme de sa personne, sinon qu'il était quelque peu paillard et sujet de nature à une maladie qu'on appelait en ce temps-là faute d'argent, ses douleurs non pareilles. Toutefois, il avait bien 63 manières d'en trouver toujours à son besoin, dont la plus honorable et la plus commune était par façon de larcin furtivement fait, Vous voyez que c'est facile à prononcer, Rabelais? Et voyez, ce type qui gagne sa vie en étant voleur professionnel, c'est précisément celui que Pantagruel a élu pour son ami, juste après avoir reçu les lettres de Gargantua qui lui dit « Méfie-toi des brigands et des aventuriers, même s'ils sont plus savants qu'étaient les savants de mon temps, etc. etc. » Je continue. Dont la plus honorable et la plus commune était par façon de larcin furtivement fait. Vous pouvez vous entraîner, ça vaut bien. Je roule ma brouette dans les rues de Romorantin, par façon de larcin furtivement fait. Et là, tout d'un coup, c'est cette douceur, cette beauté du français qui est évidemment ce que nous, on vient chercher là, ce qu'on vient s'exercer, on vient s'épurer les oreilles. Et puis c'est ça, la langue. Malfaisant, batteur de pavés, ribleur, s'il y en avait en Paris, et toujours machinait quelque chose contre les sergents et contre le guet. À l'une fois, il assemblait 3 ou 4 de bons rustres, et les faisait boire comme templiers sur le soir, et après les menait au-dessous de Sainte-Geneviève ou auprès du collège de Navarre, et alors que le guet montait par là, ce qu'il connaissait en mettant son épée sur le pavé et l'oreille auprès, et lors qu'il oyait son épée branler, c'était signe infaillible que le guet était prêt. Alors donc, lui et ses compagnons prenaient un tombereau et lui baillaient le branle, le rouant de grand force contre la vallée, et ainsi mettaient tout le pauvre guet par terre comme porc, puis s'enfuyaient de l'autre côté. Vous avez compris, hein, on prend une vieille charrette qui est là, et vous voyez les pauvres types qui sont en train de monter faire leur patrouille. Et il faut imaginer les rues de Paris à l'époque, hein, il y avait ces espèces de bornes des deux côtés qui sont pour que vous ne soyez pas écrasés justement par les passages chevaux et charrettes, et puis au milieu il y a la rigole, et la rigole, c'est l'égout, c'est tout ce qui emmène... ça sent un petit peu, mais il faudra longtemps pour installer le tout à l'égout, et ça fera Les Misérables de Victor Hugo, et tout ça, ça se tient un petit peu. Il y a une écriture tout d'un coup de la ville qui apparaît aussi, et on n'est plus dans la ville moyenâgeuse, on est dans la ville du Parlement. Faut pas que je me disperse trop, hein, mais enfin bon, la charrette qui descend sur les trucs et tout ça. Car en moins de 2 jours, il sut toutes les rues, ruelles et traverses de Paris comme son Deus d'État. Vous voyez ça, l'histoire du plan et de la carte de Paris qui surgit tranquillement dans le truc. À l'autre fois, il faisait en quelques belles places par où le dit guet devait passer une traînée de poudre de canon. Et alors que le guet passait, il mettait le feu dedans, puis prenait son passe-temps à voir la bonne grâce qu'ils avaient eue en s'enfuyant, pensant le feu, Saint-Antoine les teint aux jambes. Et au regard des pauvres maîtres et arts et théologiens, il les persécutait sur tous autres. Quand ils rencontraient quelqu'un d'entre eux par la rue, jamais ne faillait de leur faire quelque mal. Maintenant, leur mettant un étron dedans leur chaperon et bourrelet, maintenant leur attachant petite queue de renard ou des oreilles de lièvre par derrière ou quelque autre mal. Et un jour qu'on l'avait assigné à tous les théologiens de se trouver en Sorbonne pour examiner les articles de la foi, il leur fit une tartre bourbonnaise composée de force et de ail, de galbanum, de assafoetida, de captoreum, d'étron tout chaud, et la détrempille de sanie et bosse chancreuse, et de fort bon matin engraissa et ognit théologiquement tout le treillis de Sorbonne, en sorte que le diable n'y eût pas duré. Ça va loin, hein, n'empêche, c'est Rabelais. Et tous ces bonnes gens rendirent là leur gorge devant tout le monde, comme s'ils eussent écorché le renard. Tiens, la même expression qu'il y avait dans l'étudiant Limousin. Et en mourut 10 ou 12 de peste, mais il ne s'en souciait pas. Et en son sein, il y avait plus de 26 ces petites bougettes et fasques, toujours pleines, l'une d'un petit dos de pion, l'autre d'un petit couteau effilé comme une aiguille de pelletier, dont il coupait les bourses, l'autre de aigrettes qu'il jetait aux yeux de ceux qu'il trouvait, l'autre de glatrons empennés de petites plumes de oisan ou de chapon, qu'il jetait sur les robes et bonnets des bonnes gens, et aucune fois leur en faisait de belles cornes qu'ils portaient par toute la ville, aucune fois toute leur vie. Aux femmes aussi, par-dessus leur chaperon au derrière, autrefois, en mettaient faits en forme d'un membre d'homme.
et en l'autre tas de cornets tout plein de puces et de poux qu'il empruntait des gueux de Saint-Innocent et les jetait à tout belles petites cannes ou plumes dont on écrit sur les collets des plus sucrées demoiselles qu'il trouvait. Ça, c'est de bon goût, n'est-ce pas? N'empêche que bizarrement, c'est l'outil avec lequel on écrit qui sert à... qui devient une sarbacane pour projeter poux et puces et poux, car jamais ne se mettait au cœur au haut, on est dans l'église, mais toujours demeurait en la nef contre les femmes, etc., etc., etc. Bon, je laisse parce qu'on est tous sur ce truc-là, et tout le monde demandait... Ah, si, voilà, et on arrive à ce truc... À l'autre, un fusil garni d'émorches, d'allumettes, de pierres à feu, tout autre appareil à ce requis. En l'autre, 2 ou 3 miroirs ardents, dont il faisait enrager aucune fois les hommes et les femmes, et leur faisait perdre contenance à l'église, car il disait qu'il n'y avait qu'une antistrophe entre femmes folles à la messe et femmes molles à la fesse. En l'autre avait provision de fils et d'aiguilles, dont il faisait 1000 petites diableries. Une fois, à l'issue du palais et la grande salle, qu'un cordelier disait sa messe des messieurs. Il l'aida à s'habiller et revêtir, mais en l'accoutrant, il lui cousit l'aube avec sa robe et sa chemise, puis se retira, et quand ces messieurs de la cour se vinrent asseoir pour ouïr messe, mais quand ce fut alité missa est, que le pauvre frère se voulut dévêtir son aube, il emporta ensemble et habit et chemise qui étaient bien cousus ensemble, et se rebrassait jusqu'aux épaules, montrant son calibistris à tout le monde, qui n'était pas petit, sans doute. Et le frère toujours tirait, mais tant plus se découvrait, jusqu'à ce qu'un de ces messieurs de la cour dit « Et quoi, ce beau-père veut-il faire l'offrande et baiser son cul, le fin Saint-Antoine le harde ?» Et dès lors leur fut ordonné que les pauvres béats-pères ne se dépouilleraient plus devant le monde, mais en leur sacrifice, sur sacristie, mêmement quand il y aurait des femmes, car ça leur serait occasion de pécher du péché d'envie. Alors, pourquoi je voulais lire ça quand même, c'est que on a évidemment l'édition originale, on en a à la Bibliothèque nationale, c'est l'exemplaire de la Bibliothèque royale, donc celui qu'a reçu au titre de police, tout simplement, François Ier. Et puis, on en a la deuxième édition, on en a un autre qu'on pensait avoir été détruit dans le bombardement de la bibliothèque de Dresden en Allemagne. Et puis, il y a même pas 5, 6, 8, 10 ans maximum, qu'on a retrouvé en Allemagne, dans les réserves qui avaient été mises à l'abri, cet exemplaire, cette deuxième édition de 1534 du Pantagruel. Eh bien, dans l'exemplaire de François Ier, les choses trop obscènes étaient noircies à l'encre et il y a une page qui a été enlevée. Alors, on connaissait cette page, on l'avait reconstituée par l'exemplaire de Dresden. Alors, voilà la page du Pantagruel qu'on avait jugé impossible de conserver en l'état dans l'exemplaire de la toute nouvelle Bibliothèque royale devenue Bibliothèque nationale de France, où vous pouvez aller la consulter dans son état toujours censuré. Et le monde se demandait pourquoi est-ce que ses frères avaient la couille si longue. Mais le dit Panurge résolut très bien le problème, disant que ce qui fait les oreilles des ânes si grandes, ce n'est sinon parce que leur mère ne leur mette point de béguin en la tête, comme dit des Aliaco en ses suppositions. À pareille raison, ce qui fait la couille des pauvres béats-pères, tant Saint-Antoine large, c'est qu'ils ne portent point de chausses foncées, et leurs pauvres membres s'étend à sa liberté à bride avalée, et leur va ainsi triballant sur les genoux, comme font les patenôtres aux femmes. Mais la cause pourquoi il avait gros à l'équipolant, c'était qu'en ce triballement, les tumeurs du corps descendent aux 10 membres, car, selon les légistes, agitation, émotion continuelle est cause de attraction. Voilà, bon, c'est comme ça. Oh, évidemment, quand même un sacré plaisir à entendre raconter ça, et puis et ce pétant, cependant, il pétait comme un roussin, et les femmes se riaient de lui disant « Comment, vous pétez, Panurge ?» « Non fait, disait-il, madame, je accorde au contrepoint de la musique que sonnait du nez. » Mais bon, un jour, je le trouvais quelque peu écorné et taciturne.
et me doute bien qu'il n'avait denier, dont je lui dis « Panurge, vous êtes malade à ce que je vois à votre physionomie. Et j'entends le mal, vous avez un flux de bourse. Ne vous souciez, j'ai encore 6 sols émails qui ne viront que ni père ni mère, qui ne vous faudront non plus que la vérole en notre nécessité. » À quoi elle me répondit « Eh, bran pour l'argent, j'en aurai quelques jours que trop, car j'ai une pierre philosophale qui me attire l'argent des bourses comme l'aimant attire le fer. Mais voulez-vous venir gagner les pardons, me dit-il. » Mais vous voyez comment le narrateur, Alcofribas, rentre là, tout directement dans le jeu, dans le récit. C'est la première fois, pas la dernière. Et par ma foi, je lui réponds, je ne suis pas grand pardonneur en ce monde. C'est-à-dire, moi, la religion, juste ce qu'il faut, quoi. Pensez à Descartes, j'ai le Dieu de ma nourrice. Le grand François Châtelet nous faisait tout un tas de théories là-dessus. Je ne sais si je serai en l'autre, mais bien, allons, au nom de Dieu, pour un denier, ni plus ni moins. Mais, dit-il, prêtez-moi donc un denier à l'intérêt. Rien, rien, dis-je, je vous le donne de bon cœur, gratis vobis dominum, dit-il. Ainsi, Adam commençant à Saint-Gervais, et je gagne les pardons au premier tronc seulement, car je me contente de peu en ces matières, puis me mis à dire mes menus suffrages et oraisons de sainte Brigitte, mais il gagna à tous les troncs, et toujours baillait argent à chacun des pardonnaires. De là, nous transportâmes à Notre-Dame, à Saint-Jean, à Saint-Antoine, et ainsi des autres églises où avait banque de pardon. De ma part, je n'en gagnais plus. Mais lui, à tous les troncs, il baisait les reliques, et à chacun donnait. Bref, quand nous fûmes de retour, il me mena boire au cabaret du château, et me montra 10 ou 12 de ses bougettes pleines d'argent. À quoi je me feignant, à quoi je me signais, faisant la croix, disant « D'où avez-vous tant recouvert d'argent en si peu de temps ?» Qu'elle me répondit qu'il avait pris des pardons, car c'est en leur baillant le premier denier, dit-il. Je le mis si souplement qu'il me sembla que fût un grand blanc. Par ainsi, d'une main, je pris 12 deniers, voire bien 12 liards ou doubles pour le moins, et de l'autre 3 ou 4 douzains, et ainsi par toutes les églises où nous avons été. Voire mais, dis-je, vous vous damnez comme une sarpe et être larron et sacrilège. Oui, grosse pécore, dit-il, comme il vous semble, mais il ne me le semble pas quant à moi, etc., etc. Voilà, c'était l'intermède, il fallait entrer dans ce côté de Rabelais. Je répète, c'était le matériau initial du livre, avant que le livre déborde complètement Rabelais par son projet. Demain, on rentre dans la bouche du géant. Et croyez-moi, ça vaut le coup. Demain, on sera le... Oui, peut-être, non, je sais plus, je crois plus. À demain, en tout cas.